Salut à tous, aux chers visiteurs de la page d'Io Rondomaniac Musique. On va démarrer un petit séminaire tranquille de 1 heure sur le monde. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de monde connecté, merci d'être venu. C'est un peu en avance là, on va démarrer réellement à 20h, puisqu'on a dit que c'était 20h. Mais comme il y avait déjà du monde, je me suis permis de venir un peu avant. Vous dire bonjour puisque tout était prêt, voilà, tout est installé, j'ai tout, j'ai les diaporamas, j'ai votre intervention en direct, vous pouvez me faire coucou, je réponds, d'ailleurs vous pouvez faire des tests, là, faites un like, hop, je réponds de suite. J'ai vu tout à l'heure Michel Labio, Swazik, etc. J'ai vu du monde. Alors ça va toucher des domaines très généralistes bien évidemment, et ça concerne, alors ça s'adresse pas forcément à tout le monde, parce que ça s'adresse quand même de préférence aux musiciens futurs, même s'ils ne sont pas encore installés dans la profession, ou même des professionnels qui ont besoin de rafraîchissement, parce qu'on ne peut pas penser à tout. On a la tête dans le guidon, on fonce, on travaille, on fait ses soirées, puis on ne pense pas à la situation globale. Alors il y en a certains, ils vont dire « Ah oui, mais ça c'est évident, oui, mais l'ensemble, toutes les informations, c'est pas si évident que ça. » Alors je pense que je vais mettre un peu de lumière, parce que je me trouve un peu sombre. C'est mieux là ou pas? Ouais. Tu vois, d'un coup, c'est... Hop, un peu de lumière. Oh, c'est compliqué la vidéo. Ça fait aussi partie du business. Voilà, bon, alors je vois on est sur le gong des 5 heures, des 20 heures, pardon, 19h57 bientôt. On a dit qu'on démarrait à 20 heures. Donc, voilà. Alors, comme je disais, ça s'adresse pas à tout le monde, ça s'adresse aux professionnels. Et puis, je vais donc forcément pour certains dire des évidences. Mais pour d'autres personnes qui sont néophytes, ça va pas être des évidences, ça va être des découvertes. Donc il faut accepter ces petits passages-là. Pour certains, ce sera voilà. Ça va durer environ 1 heure. On va aborder l'histoire de la musique, c'est un tour rapide. Mais pourquoi l'histoire de la musique? Parce que il faut rappeler la philosophie. C'est pas la musique, c'est un tout, mais c'est pas forcément la première chose qui est monnayable, la musique. C'est jamais été monnayable d'ailleurs. C'est récemment qu'on a décidé qu'on monnaierait la musique. Donc déjà ça, gardez ça en tête. Ça doit rester une passion. Après, on va parler des idées reçues pour réussir ou pas en musique. On va parler du marché, le marché de 2018-2019. La structuration, comment il s'est structuré. Les statuts qui existent pour les musiciens. Le niveau d'investissement qu'on peut avoir, niveau écurie professionnelle ou écurie modeste. Après l'activité scénique, et puis après on conclura. Donc c'est pour ça que c'est pas très long. On va pas abuser du temps de tout le monde. On va essayer d'être le plus concis possible. Et si vous faites des commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre, hein, naturellement. Donc, on peut même passer sur voilà. Là, c'est une vue, par exemple, là où on me voit en petit et on voit un peu le diaporama. Ça permet de ne pas perdre le contact. Donc, on va commencer. Il est 19h59. Chose promise, chose due, on commence. Donc, on est dans le music business, hein, c'est-à-dire le business de la musique. Et on va commencer par le premier sujet, qui est le sujet le plus rébarbatif, mais tout à fait utile, qui est une revue de l'arrivée de la musique dans le monde, on va dire, dans l'histoire. Alors, on va voir ce qu'il en est, un peu d'histoire de musique. Donc, je pars carrément de la préhistoire. Tiens, on va mettre un petit de musique tahitienne pour se mettre dans l'ambiance. Voilà. Alors, l'histoire, ça existe depuis les temps les plus reculés. C'est-à-dire, même avant les premières traces humaines, il y a eu de la musique. C'est-à-dire qu'on a, au moment où sont apparus les hommes, tout de suite, ils ont créé la musique avec des os, des ossements, avec des objets un peu plus complexifiés. Ils ont creusé des trous à l'intérieur des os. Ils ont essayé d'imiter la voix humaine à l'aide d'instruments avant. Puis après, en ajoutant des éléments comme des cordes, on voit ici des pots tendus sur des pots, ça s'écrit pas pareil, des pots P-E-A-U-X tendus sur des pots P-O-T-S. Hein, voilà. Je ne dis pas, il y a des puristes peut-être parmi vous, donc faites attention. Voilà, j'aurais pu choisir d'autres termes. Alors ensuite, un peu plus tard, le Moyen-Âge est apparue la musique polyphonique, donc vocale, là où on commençait à chanter à plusieurs voix. Et puis par exemple le barde, de Assurance Tourix. Je pense que c'est Assurance Tourix, le barde dans Obélix, qui chantait. Et puis après, on a eu donc la musique qui a pu se transmettre à partir du XVIe siècle. Là, c'est pour ça qu'on a ici la diapositive que je vous ai montrée. C'est les premiers écrits qu'on a réussi à transmettre
C'était à partir de l'imprimerie musicale du XVIe siècle. Juste avant que vienne, bien après, il est venu l'opéra, avec tout ce que ça comporte comme business. Là, on était un peu dans l'activité payante de la musique, puisqu'on commençait à aller dans des salles pour voir des auteurs classiques. Là, je fais vraiment un tour d'horizon rapide, parce que il faudrait prendre un jour complet pour l'histoire de la musique. Donc là, ils sont apparus les auteurs que, par exemple, j'en ai pris 4 au hasard: Beethoven, Bach, Mozart, Vivaldi. Et puis après, un peu plus tard, après vers le 19e siècle, là, on commence vraiment à sectoriser la musique, à la découper, à la comprendre, à apporter une science mathématique derrière. Donc, on approfondit les harmonies complexes, on commence à former des harmonies 4, 5 sons, sachant qu'un accord parfait est composé de 3 sons. La tonique, la fondamentale et la tierce. Donc tout ça, ça a été. Puis la tonique, la fondamentale, c'est 2 sons. Et puis après, il y a la quinte. Et puis effectivement, après, il y a la tierce qui sont venus par la suite. Donc en fait, on a commencé à découper le son, à essayer de comprendre les harmonies. On est allé plus tard, mais après on est allé jusqu'à 5 sons pour le jazz. Donc voilà, ça c'est l'histoire de l'harmonie, on va dire. Donc on n'est toujours pas dans le business. Là, on est toujours dans l'histoire de la musique, c'est-à-dire à part dans le cas où on était tout à l'heure en train de voyager on était en train d'aller dans les opéras. À part ce cas-là précisément, la musique c'est quand même pas forcément toujours rémunérateur. À la base, c'était prévu pour donner du divertissement au roi, et puis après ça a été pour fêter certains événements, pour transcender les gens, etc. Donc je lis, il n'y a pas pour le moment pas trop de commentaires. Ah si, il y a pas mal de commentaires. Alors je regarde s'il y a des gens qui écrivent quelque chose, à part qu'ils peuvent pas rester. Voilà, tout est beau, magnifique. Ok, bonjour Florence, bonjour à tout le monde. Ok, pas de commentaires particuliers, je lis de temps en temps. Là, je vous ai montré aussi que la musique est aussi une question de continent. Puisque, bon, par exemple, on peut parler de la musique celte qui vient de chez nous. On voit pas le souris, dommage, j'aurais pu faire en sorte qu'on voit la souris aussi sur le diaporama. Voilà, en fait, le continent européen, bon, c'est la musique celtique qu'on connaît, qui est plutôt carrée, rythmée. Puis les pays slovaques, ce sont des enchaînements très vifs, souvent des rythmes ternaires avec des violons, les archers sur les cordes. La musique africaine, tout ça, c'est plutôt maîtrise des pots et des tambours, P-E-A-U-X. Et des tambours, les cloches, les percussions, ça c'est plutôt ça fleurait plutôt dans l'Amérique du Sud. Et puis voilà, tous les continents ont apporté leur savoir-faire. Notamment par exemple une île comme Cuba était très prolifique en musique, par exemple. Donc tous ces mixages ont donné la musique qu'on connaît aujourd'hui, et on est tous plus ou moins influencés par ces musiques-là à ce jour. Donc au XXe siècle apparaît la musique populaire qu'on connaît aujourd'hui, avec des sons pour l'industrie du cinéma. Il y a tout ce qui est arrivé, les reportages, la reproduction mécanique des sons, voilà, tout ce qui s'ensuit. Voilà, on a un exemple ici. Voilà, j'ai fait un petit diaporama tout simple pour montrer qu'en fait la musique est devenue un business à partir des années du XXe siècle, puisqu'on a vraiment exploité à fond le filon grâce à la reproduction mécanique, en plus de l'imprimerie. On pouvait fabriquer des vinyles, des supports, au départ c'est des supports un peu durs, si vous aviez connu. Et je regarde s'il y a des commentaires. Voilà. Non, toujours pas. Oui, il y a tout le monde qui est là, c'est bien. Après, on a fabriqué des supports numériques aujourd'hui, mais on est toujours dans un business, alors qu'on n'a pas connu, personne aujourd'hui de vivant n'a connu le non-business dans la musique. Mais pourtant, à la base, c'est un art, c'est-à-dire que c'est un art qui n'a pas nécessairement vocation, il a plus vocation à divertir qu'à encaisser du fric. Voilà, c'est quand même important de toujours garder ça en mémoire, parce que l'échappée est tentante de se dire je suis musicien, donc je vais gagner de l'argent, ou alors, et puis ça devient je vais gagner de l'argent, donc j'ai qu'à apprendre la musique et faire 3 conneries, ça marche. Voilà, tu vois, il faut vraiment rester dans l'idée, la musique c'est d'abord un art, voilà. C'est très important, parce que tout le reste en découle. Si on ne part pas de la bonne direction, on ne peut pas faire du business en musique, puisqu'on ne peut pas tricher avec l'art. C'est le seul truc avec lequel on ne peut pas tricher. Voilà, on peut faire des bluffs, on peut vendre la Tour Eiffel si on a envie, mais l'art, non, ils sont là les gens, et ils écoutent. Voilà, donc c'était cette époque j'aurais dû me montrer, parce que quand même les gestes c'est important, tu vois. Voilà, c'était l'époque du business qui arrivait à plein, donc ça s'est commencé à se structurer. J'expliquerai tout à l'heure comment ça s'est structuré.
Pour le moment, je vais vous parler des idées reçues. Un bref aperçu des idées reçues dans la musique. Et là, vous pourrez me parler, me répondre ce que vous en pensez. Voilà, toujours pas de réponse. La passion, exact. Ah, ça me fait plaisir pour Bernard Odoul, qui m'approuve. Bernard Odoul, très bon guitariste et chanteur, ex-pompier. Je le connais, on s'était vu sur scène. Donc, petite parenthèse finie. Donc, il y a les idées reçues. Les télécrochets sont... Alors, on va voir. Je croyais que vous voyiez le diaporama. Oui, vous le voyez. Mais vous ne me voyez pas. Donc, les télécrochets sont la seule manière de réussir. Ça, évidemment, on va parler maintenant pas des télécrochets, mais plutôt, c'est généraliste. Parce que télécrochet, ça date même des années 30, je sais pas, on tirait le gars sur la scène, on le faisait partir comme si chantait mal. Non, là, je parle plutôt des émissions style Taratata ou The Voice, c'est vraiment de la poudre aux yeux, hein, voilà, c'est pas vrai que c'est la seule manière de réussir d'ailleurs, à part les gagnants, c'est très rare, on peut pas miser là-dessus. Voilà, ça c'est certain. Là, après, il y a la priorité d'un musicien émergent, c'est de s'entourer d'un bon manager. Alors là, l'industrie musicale recherche beaucoup le retour sur l'investissement et quasiment immédiat. Donc, si vous ne développez pas par vous-même votre potentiel, vous n'avez aucune chance parce que le fait de s'entourer d'un label, d'un manager, de croire qu'on va le conte de fées, quoi. C'est vrai qu'il faut toujours mettre ça avoir ça en tête, mais c'est pas l'absolue solution. Il faut plutôt réfléchir à votre musique, votre équipe, votre présence en ligne ou sur les concerts, sur scène, etc. Réfléchir à votre stratégie. Voilà. Et tout ça, ça se passe bien avant la signature avec un label. Et en plus, attention aussi, mais ça on verra plus tard. Après, justement, est-ce qu'il suffit de signer avec un label? Non, la signature n'offre aucune garantie. Il faut savoir que vous n'êtes pas garanti de quoi que ce soit. À part de partager une part de votre salaire, hein, notamment les droits d'édition, mais ça on verra ça plus tard. Mais par contre, c'est vrai que le label, il vous permet d'avoir une énorme publicité, de passer de suite le tremplin, d'être sur la satellite. Mais bon, il y en a très peu qui arrivent à se faire signer par des gros labels. Il y a beaucoup de petits labels qui gravitent autour des gros. Et vous verrez comment le marché est fait. Et quand vous verrez comment le marché est fait, vous serez peut-être un peu dégoûté, mais peut-être un peu plus réaliste aussi. Voilà, parce que faut savoir que c'est pas toujours votre faute si vous n'y arrivez pas. C'est même pratiquement jamais votre faute si vous n'y arrivez pas. Donc voilà, ça c'est l'histoire du label. Après, il y en a des gens qui prétendent qu'on peut plus acheter, que plus personne achète de musique, même plus les fans. C'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire que c'est en train de muter vers une autre façon de consommer. On en parlera un peu plus tard, mais beaucoup d'artistes font des recettes avec, j'allais dire du fric, c'est pas très correct parce que ça fait 2 fois que je dis du fric, au bout de 3e fois, il paraît que je suis viré de la caméra. Donc il paraît que donc ces recettes-là, de vente de CD sur place, sur scène, il faut jamais les oublier. Mais par contre, les ventes numériques, elles se produisent plus dans le monde du streaming. Donc peut-être un éditeur ou être vous-même avec une petite société d'édition pour pouvoir vous mettre sur les plateformes. Je dis pas que ça va rapporter, mais c'est le seul moyen de gagner de l'argent numérique aujourd'hui. On ne vend plus des MP3. Les gens qui ont des plateformes, je vous expliquerai ça plus tard parce que c'était pas prévu d'en parler maintenant. Ensuite, on va sur la fin de la diapo. Faut-il vivre dans une grande ville pour se faire connaître? C'est faux, bien sûr, parce qu'avec le web, on peut tout faire. Est-ce que le talent est tout ce qui importe? Il faut essayer de faire la meilleure musique possible, ça c'est sûr. Mais le plus important, c'est à la rigueur le talent, savoir jouer avec les doigts de pied ou avec les oreilles, et savoir faire des cabrioles arrière ou avant, c'est pas très important. On ne sait pas à l'avance si on a du talent. Et même si quelqu'un vous dit vous avez du talent, c'est pas vrai. Il faut avoir testé ça sur je sais pas combien de gens. Donc le talent n'est pas tout ce qui importe, c'est la promotion qui est importante. Ça c'est important. Donc avant de penser à la vente du fruit, vous devez déjà réfléchir comment vous allez fidéliser vos fans, comment vous allez vous y prendre, chercher votre cible, etc. Mais restez dans l'esprit de donner toujours avant de recevoir, ça c'est la base de la musique, parce que je vous ai dit, c'est pour ça que j'ai passé un petit moment sur l'histoire de la musique, pour voir qu'il y a 99% du temps que les humains ont passé à faire de la musique gratuite, parce qu'on avait plaisir, alors que pendant tout ce temps, ils vendaient leur nourriture, ils vendaient leurs étoffes, mais ils n'ont jamais vendu la musique. Et là, ça fait 1% de temps que les humains se sont mis à la musique. Très vite, ça a été bouclé, hein. Très vite, ça a été organisé, le truc, le business est carré, ça devient un outil de vente et d'énormes chiffres d'affaires. Il faut savoir que c'est pas
c'est pas vraiment une substance vitale, hein. C'est vraiment une nourriture psychologique et spirituelle, la musique. Donc, n'oublions pas, ne nous écortons pas, donc il faut quand même garder la passion là-dessus. Alors après, il faut savoir que non plus sans promotion, vous pouvez arriver à rien, parce que le marché est saturé, parce que tout le monde s'est dit, tiens, en plus c'est sympa, on joue de la guitare et on peut gagner de l'argent, donc évidemment, 2015, 2016, 2018, il y a tout le monde qui sait faire, vous voyez 3 personnes, il y en a 2 qui savent jouer de l'harmonica, un troisième qui joue de la flûte, enfin voilà, vous traversez la rue, vous avez un trompettiste, c'est de la folie quoi. Vous vous demandez qui est-ce qui n'est pas musicien, à la rigueur maintenant vous voyez quelqu'un, vous dites, vous faites quoi, à part de la musique, voilà. C'est ça. Donc, c'est pour ça que le marché est saturé et que, bon, il faut vraiment s'accrocher dur. Mais je voulais vous donner les clés, que vous ne soyez pas dans des idées un peu farfelues pour pas y arriver. Donc, on revient sur la diapo et moi. En même temps, faut-il avoir des millions de fans? Non, parce que ça, c'est quand on veut être YouTube, pas YouTube, YouTube ou je sais pas, Taylor Swift pour vivre ou Madonna, je sais pas. Mais bon, une bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin de millions de fans. Il suffit d'avoir 100 000, 50 000 fans pour très bien vivre dans la musique. Évidemment, si votre recherche c'est d'être le plus grand, vous risquez d'être déçu, parce que ça, c'est vraiment pas votre faute. J'écouterai en différé, bien sûr, mais c'est gentil, Soisig. Voilà, donc il y en a beaucoup qui écouteront en différé, et c'est pour ça que je déroulerai, et puis ceux qui arrivent en cours, ben, ils reprendront du début plus tard. Voilà, donc les conditions requises, c'est le nombre de fans, c'est faux. Voilà, c'est pas du tout ça, et il suffit d'un nombre minimum, quelques milliers suffisent. Après, il faut savoir, est-ce que vous voulez vraiment la célébrité, ou vous voulez réaliser votre passion et en vivre? C'est ça l'idée. Après, est-ce qu'il faut être jeune pour réussir? Tiens, j'ai eu la question dernièrement. Non, il ne faut pas être jeune. C'est vrai qu'on se dit, si je suis pas célèbre à 15 ans, je réussirai plus dans la musique. C'est faux. Vous pouvez, si on se met ce blocage, c'est vrai qu'on ne va pas y arriver. Mais en réalité, si on prend par exemple les solistes, il y a l'histoire, alors je me rappelle plus du nom, mais il y a l'histoire d'une pianiste qui a appris la musique à 60 ans et qui à 70 ans donnait des concerts seul au piano avec 3000 personnes aux États-Unis. Donc, il n'y a pas de règle. Hein. Faut pas se dire, j'ai 50 ans, c'est mort. Voilà. Si on a vraiment cette vocation et qu'on le sait depuis toujours, faut le faire. Faut le faire et puis il faut se donner les moyens d'y arriver. Je connais par exemple un retraité qui s'est mis, après avoir fait commercial pendant 40 ans, il s'est mis dans l'imitation d'une célébrité. Et ça marche très bien. Et il a des dates, il a plus que ses 43 dates nécessaires. Hein. Donc voilà, ça, il y a pas de, si on aime ça, il n'y a pas de raison de focaliser sur l'âge. Hein, sachant que si on fait l'imitation d'Henri Salvador, on en a pour jusqu'à 95 ans. Bon, ceci dit, c'est qu'une petite parenthèse. Est-ce qu'il faut avoir un réseau énorme? C'est mieux. Hein, comme Jul, il avait un gros réseau, mais il a été un peu aidé, mais ça on le dit pas. C'est mieux d'avoir un gros réseau, mais si on n'a pas de réseau, il faut utiliser tous ces contacts, mais de manière intelligente, pas balancer n'importe quoi, n'importe comment, c'est sûr. Mais c'est pas une obligation d'avoir un gros réseau. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais noté d'important pour les contacts? Oui, vous pouvez connaître du monde dans les grandes majors, mais ça ne servira à rien si vous n'avez pas plus de valeur à offrir que le musicien moyen. Il faut vraiment avoir un produit de dingue pour aller voir une major. Donc, commencer à percer déjà sans nécessairement voir la maison de disques. C'est plus comme ça que ça marche. Ça marchait comme ça dans les années 80, mais ça a changé. Après, est-ce qu'il faut un budget conséquent pour investir dans sa carrière, oui ou non? Ça, je développerai plus tard. Parce que, effectivement, maintenant, l'industrie musicale, comme je vous dis, prend pas trop de risques. Donc, il faut déjà quand même bien avoir préparé leur marché de travail pour essayer de gagner leur intérêt, leur confiance. Donc là, maintenant, on va parler du marché. Le marché 2018, ça vous dira un peu ce que vous pouvez gagner comme argent et où il se situe, où la monnaie, où c'est qu'elle se place, où c'est que les gens mettent l'argent dans la musique et combien il y a d'argent qui circule dans la musique, tout confondu. Présence physique sur scène, que ce soit les ventes numériques, les plateformes de streaming, tout. Voilà, on regarde. Alors, on va regarder et commenter. Donc, on a ici le marché qui c'est de 19%, donc alors on va le voir un peu plus loin, peut-être, voilà, hop là, voilà, dans le numérique. Dans le physique, on a 256 millions, je sais pas combien ça correspond, c'est un peu moins que 19%. Et après, les droits voisins, les droits d'auteur, etc., on a le reste. Donc, le plus grosse partie, en fait, c'est sur le numérique, c'est-à-dire
la vente virtuelle des produits. Et même mieux, je vous dirais, là, ils l'ont pas noté. Oui, c'est ça, le numérique et le physique. En fait, on a le streaming audio qui... 19%, c'est de la vente de streaming, c'est pas du numérique, hein, je précise quand même parce qu'il y a une erreur sur le graphe. C'est de la vente de streaming. C'est-à-dire que la vente numérique n'existe quasiment plus. Elle est à 50% de ces 19% il y a 3 ans. Maintenant, on est à 75% de ces 19%. Donc, il y a presque que du streaming dans la vente des MP3 aujourd'hui. Il n'y a plus de vente de MP3. Donc, déjà, vous savez que c'est pas la peine d'essayer de vous dire je vais vendre des MP3 à gratter 1 centime par 1 centime. Non, il faut que ce soit Deezer qui vous paye. Il faut que ce soit... Vous verrez ça plus tard. Voilà, donc le marché, par exemple, c'est comme c'est le stream audio. Donc là, j'en ai parlé tout de suite. Au moins, vous écartez tous les autres trucs. On rêve pas à se dire je vais vendre des MP3. C'est complètement illusoire. Donc on a iTunes, on a Spotify, Amazon et Deezer, et on en a d'autres. Hein, voilà. Alors après, il y a un tableau comparatif que vous trouverez sur le net pour savoir quel est le plus rentable, quel est celui qui paye le mieux les commissions, etc. Donc comme les gens ils écoutent ça toute la journée, finalement, ben, c'est comme si vous achetiez la musique. Hein, c'est pareil. Puisque si vous avez été écouté 200 000 fois, ben, ça représentera un montant que vous allez percevoir. Ça, c'est simple. Donc ça, c'est le marché de la musique qui a été développé au niveau du streaming. Après, on va parler du SNEP, le syndicat national. Alors ça, c'est important, parce que là, ça va vous montrer de quoi le monde de la musique est fait. Syndicat national de l'édition phonographique. Attention, parce qu'il y en a qui pensaient que c'était le syndicat national de l'édition pornographique, ce qui est un autre secteur, ça fera l'objet d'une autre visioconférence. Mais je ne serai pas habillé pareil. Donc, le SNEP, puisque c'est un syndicat, c'est un syndicat que le nom, hein, c'est pas du tout un syndicat, en fait, c'est une organisation de mafieux, hein, que ce soit dit, hein, ce soit clair, qui en fait verrouille absolument tout, puisque le chiffre d'affaires des 735 millions d'euros en France annuels capté par le monde de la musique, eh ben, il est absolument obligé de passer par l'agrégation de ce syndicat qui lui finalement pilote absolument tout, les radios, les télévisions, voilà. Et comme par hasard, les représentants principaux sont Sony, Tricatel, Universal et Vericord, voilà, et Warner aussi, Warner Musique France. Donc autrement dit, on a en grosse partie, c'est-à-dire 98%, c'est Warner, Sony, Universal et Tricatel qui dirigent le monde de la musique. Pas qui dirigent, c'est simplement un syndicat. Mais on comprend très bien que lorsque tous les contrats, tous les business passent par eux pour la gestion, il y aura quand même un peu plus de difficulté à passer soi-même, à passer soi-même. Alors je regarde s'il y a des gens qui... Oui, bon, pour le moment pas trop de réponses. Il y aura des difficultés à passer ce filtre-là si on n'a pas signé avec tout simplement Warner. Donc pour passer en radio, pour passer en télé, pour passer dans les émissions, etc. Tout ça c'est le SNEP, syndicat qui... Voilà. Donc après tu te dis mais pourquoi je suis pas signé? Et si tu es signé, souvent c'est même mauvais signe parce que tu peux être signé parce que ton produit est bon, mais on n'a pas décidé que ce soit le tien qui passerait en radio. C'est pas très français mais on s'en fout. On a décidé que ce serait un autre produit qui passerait en radio. Et à partir de ce moment-là, toi tu te dis pourquoi j'ai signé avec Sony? Tu as signé pour qu'on te mette de côté pendant 3 ans. Parce qu'on n'en avait pas envie de s'occuper de toi, non mais on voulait pas que tu réapparaisses au travers d'une micro-société d'édition, etc. et que tu risques de faire un peu... donc on t'a signé, histoire que tu fermes un peu ta gueule. Voilà. Ça c'est vraiment très courant, ça existe dans le cinéma et ça existe dans la musique. Donc voilà pourquoi c'est très difficile de penser label. Ça peut arriver, il faut toujours avoir en tête qu'un jour tu sois signé et que tu deviennes Céline Dion, c'est vrai, mais c'est vraiment compliqué parce que plus ou moins le truc il est hyper contrôlé. Ça fait très longtemps que ça existe. Donc le spectacle vivant lui représente j'ai oublié de préciser quand même que ça représentait que une moitié des revenus à peu près. Et donc on peut y miser quand même, c'est pas mal, puisqu'on peut miser aussi sur le spectacle vivant. Donc, moralité de l'histoire, avec toute la SNEP, je sais pas si j'ai passé tout le diaporama, hop là je vais vous montrer le diaporama, hop, voilà, avec tous les personnages qui sont concernés. Donc il y a Tricatel, Warner et Sony Music, les gagnants, les winners, hein, voilà. Donc, je sais pas si je peux faire ça.
Non? Ouais, oui, je peux vous envoyer des applaudissements, oui, si j'ai envie. Voilà. Juste, ça c'est bien. Bon, voilà, donc c'est juste pour dire que ces gars-là, ils tiennent un peu tout le marché de la musique. Et voilà, ils sont membres, comme par hasard, dans la seule organisation sur laquelle on pouvait croire pour un jour émerger. Bon, alors c'est bien si vous êtes cousin avec l'un de ces deux-là, vous êtes sûr d'y arriver. Comme Vianney, par exemple, pour ne pas citer son nom. Alors, moralité, bon, signer un contrat directement avec une major, c'est une bonne chose. Hein, parce qu'il va vous payer, il va vous donner une avance. Mais quoique, si jamais il vous a pas sorti dans le temps voulu, s'il n'a pas fait du cash avec l'avance qu'il vous a donné, il vous sort du contrat. Voilà, mais donc il faut jamais perdre de vue ça. Après, on va passer aux médias, parce que bon, après, bon, là je reviens quand même sur le spectacle vivant. J'avais oublié de vous dire que c'est quand même un domaine super intéressant, puisque ça représente quand même 35% du marché. Donc on peut très bien vivre avec les 150 millions d'euros restants qui circulent en France. Alors, les médias. Les médias, c'est un peu mélangé parce que c'est pas évident. J'ai essayé de faire le tour d'horizon rapidement. C'est quand même structuré, ne vous inquiétez pas. Dans les médias, c'est quoi? C'est tout ce qu'on entend quand on écoute la musique, tout simplement, et quand on regarde la télé. Donc, on va parler des médias qu'on écoute à la radio. Donc, on voit qu'on peut toucher les médias par les radios dites réseau, commerciales, associatives. Après, on a les radios qui sont les radios réseau, les très très grosses radios. Donc, radios dites réseau, qui sont en relation avec 99% de leur programme, c'est des radios au niveau D, CDE. Donc, ce sont des radios qui sont construites à partir des contrats qu'ils ont signés, avec les majors. Donc, en fait, suivant les parts d'édition qu'ils possèdent avec certaines majors, ils vont diffuser votre musique. Donc, si vous n'avez pas signé avec une major, vous ne pouvez pas passer, puisqu'ils vont passer que des titres qui sont... T'as compris. Après, les gardes commerciales, elles peuvent... bon, on est plutôt dans le C, parce que les D et E, c'est inatteignable si on n'est pas dans les catégories C. La radio locale régionale qui diffuse un programme thématique, elles sont beaucoup plus libres. Elles vivent de leur publicité, n'ont pas de contrat d'édition, mais elles ont tendance à vouloir copier les grosses, donc elles veulent rarement diffuser des produits qui ne sont pas labellisés, manufacturés. Mais toutefois, on a une petite chance de passer chez eux si on tombe sur des radios, des gens sympathiques. Après, les radios associatives, vous passez à chaque coup, mais après, c'est mal géré. Donc, il faut vraiment être à la suite, c'est radio A. Mais ça dépend du programmateur et ça dépend de la directeur de la radio qui change tout le temps. Et puis en plus, il y a une petite audience. Hein. Ces radios, les radios associatives touchent 15 000 auditeurs, 1000 des fois. Donc, même si vous avez fait l'effort d'aller porter un CD, etc., vous n'allez pas toucher grand monde. Donc, il vaut mieux passer par un système pyramidal qui fait le travail pour vous, d'envoyer ces morceaux radio ou de passer une émission régulièrement dans cette radio. Voilà, quitte à investir un petit peu. Donc après ça c'est donc je vous ai donc dit que la musique c'était structuré. Voilà, bon, ok. Je vois qu'il y a toujours tout le monde est là, tout le monde est. Merci. Donc un peu plus tard que les années d'opéra, pour revenir à l'histoire de la musique. Donc dans le business dont je vous ai parlé, quand on est arrivé dans la musique populaire et dans la musique qui pouvait se reproduire, on a forcément structuré la musique et c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de la SNEP. Dans le monde des années 50, ça n'était pas structuré comme aujourd'hui. On pouvait aller voir directement un producteur, enfin on appelait ça un impresario, hein, c'était du monde de l'opéra. Et à l'époque, l'impresario pouvait peut-être sortir une chanteuse de rue comme Edith Piaf, mais il s'occupait peut-être aussi du cabaret et de grands opéras. Voilà, c'était un peu tout et on pouvait aller directement avec une guitare et voir un impresario en disant est-ce qu'on peut quelque chose pour moi? Alors soit on descendait des escaliers à coups de pied, soit on disait toi je te veux, on fait une tournée mondiale. Voilà, c'était magnifique. C'était une époque, on va dire, qui est révolue, mais il faut savoir que les gens étaient accessibles, et puis les contrats faisaient 2 pages. Hein. Aujourd'hui, les contrats, il te faut une valise. Hein. Les contrats de producteurs Sony, c'est 5 cm, enfin 3 cm d'épaisseur. C'est la folie.
Bon, bref, tu te fais tout le temps couillonner, donc il faut quand même faire attention. Pour ça qu'il faut être bien encadré juridiquement, ça en parlera. Donc, il y avait une frénésie de la production, ça arrivait, c'était frais, il y avait de l'argent à prendre, les gens ils étaient consommateurs, ils aimaient la musique, il y avait des supports qui pouvaient pas être reproduits, comme aujourd'hui on peut reproduire, on peut envoyer, tout le monde peut copier des MP3, alors à l'époque non. On pouvait même pas faire de bandes, parce que les bandes c'est arrivé, les cassettes, on disait que les cassettes ce serait la fin de la musique. Quand les cassettes audio sont arrivées, qu'on pouvait les enregistrer, il y en a beaucoup qui disaient c'est la fin. Eh ben non, c'était pas la fin encore, mais ça commençait déjà à être un peu vérolé des systèmes. Après, quand il est arrivé les MP3 et l'informatique, il y en a fait croix dessus. Quoi. Normal, la musique on la prend, on l'enregistre, on la fait jouer d'un côté, on l'enregistre de l'autre. Tu peux rien faire. Donc en 1982, donc c'est à la date, là, tout à l'heure je vous ai parlé du syndicat national d'édition pornographique. Non, tu n'as pas suivi. Phonographique, c'est eh ben, quand je t'ai parlé de ça, c'est parce que justement c'est arrivé suite à cette frénésie, on a voulu un peu endiguer les et puis finalement que les plus riches comme toujours réussissent à rétrécir si tu veux, le ruisseau et que ça ruisselle tout vers eux. Donc c'est pour ça que la SNEP a existé. C'est simplement pour tout organiser, pour bloquer toutes les fuites d'argent qui pouvaient aller ailleurs, pour tout contrôler, pour tout récupérer. Donc c'est pour ça qu'en 82, il y avait le SNEP qui s'est créé, mais petit à petit, tout le monde ça a grossi, il gère absolument tout. Donc l'artiste maintenant, les années passant, maintenant, il doit supporter les frais d'amorce, les frais de démarrage, voilà, pour ne pas être invisible par ces grands producteurs. Voilà. Ou alors, il faut vraiment un coup de bol. C'est pas tous les jours que tu as quelqu'un qui vient te voir sur scène, qui est très célèbre, mettons Gad Elmaleh, qui vient te voir, ah, mais tu joues magnifiquement bien. Voilà, et voilà, bon, c'est pas possible. Bref. Des spécialistes ont établi qu'une chanson populaire devrait être écoutée 1 million de fois pour avoir une température, savoir si c'est bien ou mal. Donc, pour être écouté 1 million de fois, il faut avoir été propulsé de manière financière, c'est-à-dire avoir été aidé. Putain, j'avais disparu complètement depuis tout à l'heure, personne ne me le dit. Il fallait avoir été aidé par des moyens financiers, c'est-à-dire par des boosts, des investissements, voilà, des investissements sur YouTube, des investissements sur Facebook, mais ils sont colossaux, pas 3 euros, 4 euros, c'est des milliers d'euros. Et surtout, il y a aussi la complicité des administrateurs de ces plateformes, parce que les plateformes, il faut regarder ce qui s'y passe. Bon, voilà, moi je peux pas le faire là parce que je suis sur une plateforme, donc je peux pas non plus, j'en profite. Donc on en profite tous. Mais c'est pas complètement opaque, ce truc-là, c'est pas complètement transparent, il y a beaucoup d'opacité. Voilà, je te mets simplement dans l'idée, voilà, tu réponds à une annonce d'emploi, tu es administrateur, tu es informaticien, tu es administrateur sur YouTube, puis tu montes en grade, tu deviens chef de service, etc. Et puis d'un coup, tu commences à avoir un contrôle sur tous les flux, tu sais qui tu dois mettre en avant et tout. Il serait peu probable qu'il n'y aurait pas, à un moment donné, un choix humain dans la possibilité de booster une vidéo ou une autre. Voilà. Pour moi, c'est improbable que ce soit autrement. Connaissant la nature humaine depuis tout temps, c'est impossible. Je ne crois pas du tout au hasard quand il s'agit d'une publicité, d'une vidéo qui fait d'un coup 1 million de vues, alors que d'autres restent plafonnés à 3000. Voilà. Pour moi, ça, c'est un bon moyen de tester un produit, mais c'est comme c'est truqué à la base, allez, je vais m'étouffer. 2 secondes. Comme c'est truqué à la base, c'est pas évident de mesurer les produits. Alors on va parler maintenant des statuts des gens du spectacle. Hein, voilà. Alors je vais regarder s'il y a des gens qui parlent. Mon Didier, je reviens. Ok, merci Raymond. Pourquoi c'est tout blanc? Parce que j'écoute rien différé. Bon, il n'y a personne qui parle. Vous pouvez intervenir, hein, je lis le temps. D'ailleurs, je le vois quand ça bouge. Donc le statut intermittent de spectacle, comment ça fonctionne? Vous avez le régime salarié. Vous devez justifier de 28 dates par mois pour les artistes et de 507 heures sur les 12 derniers mois. C'est Pôle emploi qui décide de tout ça, sachant que chaque date se signe pour 12 heures. Même si vous avez travaillé 2 heures, on s'en fout, vous signez 12 heures chez un bar qui vous a pris pour jouer la musique. Signez 12 heures. Alors on doit inclure les répétitions dans les horaires dans une proportion. Alors ça c'est vraiment pas qualifié, c'est vraiment pas officiel, c'est officieux. Mais Pôle emploi considère que
il te paye parce qu'il considère que pour prester 12 heures, tu as eu des répétitions pour être au point, donc il considère 50% le temps de répétition. Donc en gros tu doubles. Mais ça fait quand même, il faut quand même une date pour compter une date de répétition. Tu vois, tu fais une date, ça compte une date de répétition. Après, c'est comme ça que tu arrives à avoir un salaire fixe et c'est comme ça qu'ils calculent les droits d'intermittent. En fonction de la situation, on peut voir aussi qu'il y a des périodes de carence, etc. Bon, c'est un peu compliqué pour l'emploi, mais l'avantage, c'est que c'est régulier. C'est toujours très régulier. On a ses congés payés, qui correspondent à 10% des jours travaillés et par an. Si le nombre est inférieur ou égal à 24, on va chaque mois déduire 2 jours de l'ensemble de vos jours d'animation s'il est supérieur à 24 jours et on va en déduire 3. Enfin bref, c'est un calcul à eux, ça marche. Des fois, il suffit simplement d'envoyer ces dates et c'est réglé. Donc par contre, après pour les cachets, pas ceux qu'on mange, parce que ça, tu peux avoir mal à la tête sur scène, ça peut arriver aussi. Hein. Donc voilà, pour les cachets, il faut compter. C'est mieux quand quand on me voit. Il faut compter, donc, comme je vous ai dit, 12 heures de travail. Et c'est possible, il faut qu'il soit, alors, moins de 5 jours. Alors, les cachets isolés, équivalent à 12 heures de travail, sont possibles lorsqu'il y a moins de 5 jours consécutifs d'emploi. Donc, il ne faut pas être embauché 5 fois de manière isolée, parce que là, ça devient une embauche de 5 jours. Il y a des règles comme ça, hein, des rules. Après, les cachets groupés, eux, par contre, ils peuvent contenir que 8 heures de travail. Voilà. Parce que sinon, c'est 12 heures, 12 heures, 12 heures. Parce qu'on considère que tu travailles 6, tu as 6 heures de répétition. Par contre, quand tu as un cachet groupé de 5 jours, il faut faire 5 jours à 8 heures de travail. Voilà. Au moins, c'est plus clair. C'est clair. Bon, pour moi, c'est pas très clair non plus, mais bon, je sais que pour l'emploi, ça change. Et puis en plus, ce que je dis là, c'est peut-être plus valable dans un mois. Alors, le revenu sera toujours à peu près de 55% du montant déboursé par l'établissement. Hein, si l'établissement a déboursé 5 000 euros, comment dire, l'artiste, lui, il pourra comptabiliser que 55% net dans son escarcelle s'il fait ses 43 dates. Voilà, parce que c'est Pôle emploi qui va lui payer, en gros, ce salaire-là, en fonction du montant qu'il va percevoir. On va dire s'il perçoit 40, si les établissements lui ont donné 80 000 euros à l'année, il va pouvoir compter sur 40 000 euros à l'année de salaire net, grosso modo. C'est le statut de salarié. Mais de toute façon, c'est toujours à peu près les mêmes proportions, c'est toujours environ 50%. Après, c'est une question de chiffre d'affaires, de garantie, de régularité, etc. Après, vous pouvez être votre propre employeur, en étant auto-entrepreneur. Alors ça, c'est pas mal, pour notamment les gros chiffres d'affaires et pour pas être embêté avec les dates, etc. Si on a envie de faire une mairie à 10 000 euros, ben, on peut le faire. Mais par contre, il faut pas oublier les critères importants. Parce qu'il faut avoir une licence des directeurs, des licences de spectacle, hein, licence 1. Donc 500 heures de formation, un an d'expérience ou une formation de 500 heures dans le spectacle vivant ou enregistré. Faire une demande de licence dans votre région. Voilà, ça c'est important pour pouvoir avoir le statut auto-entrepreneur. Après, ou alors on peut justifier d'une présence dans une entreprise. Voilà. Auprès d'une personne formée et avoir réalisé organisé au moins 6 spectacles. Avoir une inscription au registre du commerce, ça c'est normal puisque le but d'un entrepreneur c'est qu'il s'inscrive au registre du commerce. Donc quand vous avez tout ça, vous êtes clean. Bon, vous pouvez vous contenter d'être au registre du commerce et après vous regardez à vue ce qui se passe, si on vous embête ou pas. Mais a priori, il faut quand même une licence de spectacle. Hein. S'il y a un accident ou quoi, vous risquez d'être embêté, on risque de vous le reprocher. Voilà, donc, mais de toute façon, je vous fournirai les liens. Il y a des liens d'information, service public, professionnel, entreprise, déclaration d'une activité. Je vous fournirai également les liens. Hein. Là, je peux pas les faire apparaître, mais voilà, vous les. Ah ben ils sont en haut. Hein. Si, j'avais tout calculé. Vous les voyez ici. Vous allez voir. Hop, je savais que je les avais mis quelque part. Voilà, donc vous avez les deux liens en haut, mais vous ferez une copie écran, mais je les reporterai dans les commentaires. Les factures sont sans TVA, bien sûr, puisque vous êtes auto-entrepreneur, il ne faut pas dépasser un certain seuil. Et les factures sont comptabilisées sur le chiffre d'affaires total de l'année. C'est-à-dire que
le chiffre d'affaires total de l'année détermine votre taux de revenu, qui est de 78%. Donc vous aurez 22% de retenue. Ce qui est la plupart des... Enfin, vous pouvez avoir des retenues plus faibles, mais c'est super compliqué. Il faut considérer que vous aurez 22% de retenue. Voilà. Là, au moins, vous êtes sûr. Et vous savez que vous facturez pas de TVA. Voilà. Là, c'est super simple. C'est le statut auto-entrepreneur qui marche pour le métier du spectacle avec une licence. Après, il y a le troisième statut qui est le... Voilà. Tiens, j'avais même mis des exemples pour remplir des formulaires. Donc, service public, pro, service... Voilà. Vous avez tout. Tout est dans la vidéo. Vous pouvez vous reprendre plus tard. Ensuite, le statut salarié. Donc là, statut salarié, ça c'est le statut, on va dire, un peu différent. Ça concerne des gens qui ont peut-être répondu à une annonce d'emploi, qui travaillent pour une salle de spectacle ou qui travaillent à l'année sur, je sais pas, qui sont le relecteur de partitions, ou ça peut être n'importe quoi. Tout ce qui est, ou alors vous pouvez jouer de la musique tous les soirs pour faire des karaokés devant un public régulier. Voilà, ça peut être des offres d'emploi public. Ça a l'air idiot, mais ça marche aussi. Hein. On peut rentrer dans le service public en étant musicien. Voilà. Et là, on est salarié. Là, il n'y a rien à faire. Hein. On a une fiche de paye tout simplement, et puis on n'a qu'à faire les annonces d'emploi. Hein, on ne sait pas où on va aboutir. Tiens, là, il y en a une. En tant que soldat, vous participerez aux différentes missions de l'armée de terre. Voilà. Et puis, en tant que musicien spécialisé, vous jouerez d'un instrument à vent ou à percussion pour contribuer à la cohésion des unités. Bon. Tu peux, tu vois, tu peux postuler. Il y a des annonces comme ça. Le conservatoire, voilà, recrute un musicien intervenant. Voilà. Assistante éditoriale. Voilà. Tu vois, par exemple. Là aussi. Donc, on peut aussi avoir le statut salarié en musique, c'est pas exclu. Les gens, ils y pensent pas, mais c'est super intéressant. Et puis, on est tranquille, on peut faire une carrière comme ça. Voilà, pourquoi pas. On a une sécurité pécuniaire et il y a des statuts salariés qui sont très très bien payés. Voilà. Mais quand même, l'inconvénient de cette voie, comme toutes les voies sécuritaires, c'est qu'elle vous empêche de créer. Parce qu'on se sent rassuré et puis on oublie que le métier de musicien, c'est celui de créer. D'ailleurs, quand vous avez un prof de musique, s'il est normalement constitué, ce prof de musique, la première chose qu'il dit, c'est quand vous composerez votre musique. Parce qu'il va vous faire apprendre, peut-être la lecture de notes, il va vous apprendre la pratique d'un instrument, mais il va vous apprendre aussi des morceaux de musique qui sont des morceaux qui existent. Mais si c'est un bon prof, il vous dira toujours, attention, il faudra créer. C'est ça le but, c'est de créer, d'improviser. Alors pour le jazz, on apprend à improviser, mais on apprend aussi à créer. Le vrai travail d'un pédagogue dans la musique, c'est de créer. Parce que sinon, on serait toujours en train de jouer du Mozart. Voilà. Hein. Donc c'est grâce à Mick Jagger Donc il faut créer de la musique. Il faut toujours, même si on est salarié. Ça, c'est quelque chose que je tiens, je le dirai quelquefois. Après, il y a la notion de budget. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, on doit pouvoir investir un peu dans la musique. C'est nécessaire. Parce que justement, si on n'investit pas et si on reste sur ses acquis en tant que salarié, indépendant ou n'importe quoi, on n'aura aucune... Merci, je vous ai fait rire. Ah, ben c'est bien. Si on n'investit pas un petit peu, on aura un problème de réalité de sa position de musicien, parce que on n'est pas un fonctionnaire, un musicien c'est pas un fonctionnaire, c'est un créateur. Faut jamais oublier, c'est un créateur et c'est quelqu'un qui est là pour donner du divertissement. Il n'est pas là pour exécuter une tâche sur une partition et pour la terminer. Ça, oui, on peut le faire, on peut prendre du plaisir à le faire, mais on perd un peu de son deal de départ, de celui s'est vendu intellectuellement pour créer de la musique. Ceux qui veulent pas créer, qui sont pas des créateurs, il faut qu'ils se disent qu'en fait c'est faux, ils sont des créateurs, c'est simplement qu'ils se sont dit non mais moi je sais pas, moi je préfère jouer. Oui, c'est plaisant de jouer, mais vous faites déjà rentrer des droits d'auteur des personnes autres que vous, et quand même quelle satisfaction de savoir qu'on a apporté quelque chose au monde avec une création aussi petite soit-elle. Hein, voilà. On peut même fabriquer le refrain comme il avait fait John Ozilla dans le medley tropical. Il a fait que ça, il a fait
Et le reste, il a pris des chansons connues, ou alors Rock Collection qu'il a fait Woolsey, par exemple. Donc on peut arriver à composer même de la variété, n'importe quoi, ou alors de la musique classique. Pour le cinéma, on envoie des musiques au cinéma. Qui sait? Gardez quand même à l'esprit qu'il faut investir dans la création. C'est pour ça que le budget est important, et je voulais en parler. Donc le budget de la création, fabriquer sa première série, penser au studio, au pressage, aux collaborateurs qu'il faut, à la conception et à la promotion. Bon, tout ça c'est bien, mais la promotion doit représenter quand même 80% de son budget. Ça, on a tendance à l'oublier. Ceux qui le savent pas, ouais, bonjour. Ceux qui savent pas qu'il y a 80%, bonjour, bonjour. Il y a tout le monde qui vient. Justine est là. Bon, vous pouvez l'applaudir. Justine est là. Alors, on l'applaudit. Merci Justine d'être avec nous. Ah, voilà. Il y a une oreille qui marche pas, ça m'énerve. Bon. Donc effectivement, il faut investir 80% de ce qu'on a décidé. Alors le CD est le seul investissement commun à peu près à tous les créateurs, musiciens. Même si vous savez pas jouer de la musique, vous avez quand même créé vous n'avez pas faire autre chose que exécuter des morceaux existants. Vous avez forcément créé des morceaux, ben vous le mettez dans un CD. Et même si vous avez joué que des reprises, le soir, vous le vendez. Vous vendez vos créations au milieu de votre prestation, c'est toujours bien. On ne sait jamais ce que ça peut donner. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire à la SACEM, hein, ça c'est important, de créer votre pré-série de manière un peu correcte avec un BAT. Bon, sachant qu'il y a sur le CD lui-même, il y a quand même des inscriptions minimum à avoir, de la SDRM, tout ça, vous trouverez les mentions qui sont obligatoires, titre complet de toutes les œuvres, nom de compositeur, les mentions droit, producteur phonographique, etc. Les mentions interdites à la vente, les mentions, etc. Ça, c'est des mentions qui sont obligatoires sur les CD. Après, on va parler du montant des budgets. Alors, le montant. Parce que ça, c'est des trucs qu'on trouve facilement, donc je ne vais pas insister trop dessus. Mais il y a quand même des choses à savoir sur la fabrication elle-même, parce qu'il y a beaucoup qui fabriquent ça à la sauvette, ils impriment, ils gravent leur CD, puis il faut quand même faire quelques petits trucs, pour pas être embêté, parce qu'il y a votre nom dessus quand même. Et puis le fisc n'est jamais trop loin. Alors voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la promo de luxe. Alors j'ai mis volontairement l'écurie et Formule 1 en droite, comme vous voyez. Le budget pour l'écurie de luxe, s'il y en a parmi vous, tant mieux. Hein, vous pouvez m'en donner un petit peu, ça me ferait du bien. Donc ça, c'est quasiment sûr, avec un budget comme ça, qu'on se fasse remarquer par des millions de gens. Je vous garantis qu'avec 30 000 euros, vous vous faites remarquer par des millions de gens. Et je suis sûr, hein, et je peux vous dire, vous pouvez me croire sur parole, ça ne marchera pas forcément. Votre métier ne marchera pas forcément, mais toute la France vous connaîtra. Donc, parce que ça, après, que ça marche, c'est autre chose. Mais que tout le monde vous connaisse, c'est sûr. Voilà comment. Alors, comment ça fonctionne? Ben, simplement, il y a des petites maisons de disques qui existent, qui sont prêts à prendre des petites maisons alors, je vais vous expliquer dans l'ordre. Déjà, astuce, on peut réaliser un produit très bien avec 5 000 euros. Là, je vous parle d'un produit de l'écurie de luxe. Hein. Bon, on verra après pour l'écurie non luxe, ce qui est la plupart des gens, mais je voulais juste dire comment c'est décomposé. Il y a 5 000 euros d'investissement, 25 000 euros de promotion, soit 30K en total. Ce qui fait, en fait, dans ces 30K, on prévoit aussi, dans le budget promotion, on inclut la création de société d'édition, les honoraires des conseillers juridiques, l'inscription sur toutes les plateformes numériques, évidemment toutes les publicités qui vont avec, et évidemment les sociétés qui vont vous faire votre promotion, puisque à ce moment-là, il y a quand même des sociétés qui sont là, qui existent, qui assurent la promotion. Hein, voilà, c'est un job à part, vous le trouvez facilement sur Internet. De toute façon, quand vous avez ce budget-là, vous trouvez des gens, et il ne faut pas se tromper, vous trouvez des gens qui sont capables de faire de vous un vrai produit commercial. Voilà. Mais il faut avoir de quoi investir. Et là, vous avez effectivement, vous passez sur M6, vous passez sur les grandes chaînes de clips, vous passez partout. Il faut utiliser le clip propre. Hein, il faut avoir un truc quand même un bon produit au départ. Mais après, vous aurez de quoi vraiment satisfaire. Avec 5 000 euros, vous faites un très beau clip vidéo. Très très beau. C'est pas la peine de mettre 40 000 euros ou quoi. Vous faites un truc magnifique, avec des caméras qu'on vous loue, avec même des producteurs qui viennent, enfin des cinéastes qui viennent vous filmer sur les scènes que vous avez storyboardées, etc. Bon, ça c'est la promo. Impossible à atteindre pour beaucoup de gens, mais quand même qui existe. Et si jamais parmi vous, il y en a qui ont ce budget-là, qui me contactent, je leur donnerai un peu plus de précision. Parce que comme ça touche peu de monde, je préférais pas m'étendre là-dessus.
Après, il y a voilà, hein, là, quand on parle de... Je voulais vous montrer un peu tous les studios professionnels, clips qualitatifs, le monde juridique et le marketing professionnel avec des agences spécialisées. Voilà. Ne pas oublier la partie juridique. Hein. Voilà. Évidemment, eux, ils vous font aussi des faux interviews, ils font tout ce qu'il faut. Après, on peut tenter sa chance avec une promo sérieuse. Alors, une promo sérieuse, là, c'est de 2 à 5 000 euros. C'est suffisant pour tenter sa chance dans le business. Par an, à ce moment-là, on peut même prévoir 1 000 euros par an, par exemple. Devenir son propre producteur, c'est bien. Parce qu'on maîtrise tout dans le circuit. On garde le contact avec la scène toujours, mais on continue à exister en tant qu'artiste et créateur. Il faut d'ailleurs placer un maximum de ses titres sur scène. Alors pour ça, on peut fabriquer un titre avec 100 euros. Hein. Si on s'investit dans les logiciels de musique assistée par ordinateur, si on prend une formation s'il faut, si on investit dans le logiciel lui-même, mais qu'on l'étale sur plusieurs années, parce que c'est vrai que peut-être ça peut valoir cher, mais ou alors on peut se trouver d'autres méthodes ou avoir des amis qui vous apprennent. Enfin, bref, le logiciel, ça fait pas tout, il faut aussi s'enregistrer, etc. Après, on peut finaliser l'enregistrement en studio, si on a fait une bonne musique chez soi, ce qu'il faut aussi, mais l'enregistrement, c'est quand même un métier à part, le mastering et tout, il vaut mieux passer par un studio, parce que le son et les chœurs, tout ce qui vont derrière, ça doit quand même être fait par studio. Donc effectivement, là, on a le studio mode. Après, le clip, on peut faire simple, hein, on peut faire un truc fait maison avec un téléphone portable, on peut très bien faire un clip correct, puisque le clip, c'est un support vidéo, mais il faut quand même bien le travailler. C'est pas parce qu'on le fait avec un téléphone portable que c'est mauvais, il y a des films entiers qui ont été faits avec les téléphones portables. Mais il faut le faire correctement. Voilà. Après, on a l'agent artistique, hein, l'agent artistique, indépendant ou au pourcentage. Lui, il vous aidera non seulement mais là, il est gratuit, l'agent artistique, puisque lui, il est au pourcentage. Si c'est quelqu'un qui vous demande de l'argent, c'est qu'il a des dépenses lui-même et il vous transmet ses frais. Il dit voilà, on va louer une salle à tel montant, j'ai tant d'affiches, etc. Voilà. Donc ça, c'est le budget qu'il faut pour faire sa promotion quand on a ou un spectacle à présenter avec des nouvelles chansons, ou alors simplement de la création musicale. Là, c'est les deux confondus. Il ne faut pas envisager des sommes énormes, il faut bien les placer et il faut surtout se faire entourer avec des gens qui ne sont pas très chers. Donc, il faut quand même conserver si on a par exemple 3 000 euros, il faut avoir 2 000 euros qui sont consacrés à la promotion. C'est bête, mais c'est vraiment très important. Si on n'investit pas, personne ne vous connaît. Si c'est un spectacle, c'est pareil. Hein, faut coller pour 2 000 euros d'affiches et de pubs radio. Mais si par contre on veut passer en radio et vendre et se faire connaître en radio, ce qui normalement, il faut investir d'une manière ou d'une autre dans la création musicale. Il ne faut pas se dire je vais investir 20 000 euros dans mon produit, ça ne sert à rien. Un produit à 10 000 euros ou un produit à 100 euros, aujourd'hui, il y a peu de gens qui sauraient faire la différence. Je vous garantis. Et moi, j'en reçois tous les jours en étant à la radio pour le site endomaniac.com. Je vois des produits qui ont été faits en studio très bien faits. Je vois des produits qui étaient faits en home studio très bien faits. Eurythmique, par exemple, Eurythmique est si connu, ou ABBA, ils ont tout fait chez eux avec moyens très rudimentaires. Et il y a des morceaux qui ont été très mal enregistrés, comme par exemple Thierry Hazard, qui ont eu des studios avec des tables de mixage plus longues qu'un camion. Donc, c'est vrai que le bon matériel, ça aide, mais il y a aussi des gens qui sont derrière et le soin qu'on y met et le sens artistique. Donc, il ne faut pas s'affoler si on n'a pas investi des sommes pharaoniques dans le business de la musique. Donc voilà, après trouver un ou plusieurs agents artistiques, s'ils ont chacun un secteur bien particulier, ça c'est important. Parce que ça on y viendra après. Et puis pour les réseaux sociaux, ça aussi il faut investir pas mal. Si on peut investir un peu dans les publicités, teaser, mais sympa, un truc qui présente la personne plus que j'ai mon produit à vendre. Ça c'est le truc que l'erreur que tout le monde fait au départ, c'est de mettre son clip. Voilà, on met son clip, on se dit j'ai fait 1000 vues, 2000 vues, 5000 vues. On s'en fout de ça. Il faut que l'artiste il ait quelque chose qui plaise. C'est pas parce qu'on va mettre le clip, ou alors c'est vraiment un truc à tomber par terre. Mais il vaut mieux un bon teaser avec une présentation. Voilà, il faut trouver une combine, un truc qui va accrocher, parce que ça va vraiment servir pour les gens ou pour vous faire passer sur scène pour vous engager. Mais en tout cas, passer une musique entière, ça ne sert à rien parce que vous n'allez pas la vendre de toute façon. Je vous ai expliqué tout à l'heure que la chanson ne marche que par streaming sur les portails
comme Deezer, etc. et Spotify, et donc c'est des abonnements, et ça sert à rien de leur donner la musique sur YouTube ou sur Facebook, puisque déjà vous ne la vendrez pas, vous vous ferez plaisir, vous aurez votre ego qui sera super flatté, mais ça servira absolument à rien. On dira qu'il est bon, elle est bien la musique, hein, elle est sympa, et puis on vous aura oublié. Il faut penser à la promotion, à la diffusion radio, ça touche beaucoup du monde, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc, on est donc sur la promotion des réseaux sociaux, mais intelligente, avec des exemples, des morceaux de scène, une intervention en direct, un petit live, des discussions, beaucoup d'échanges. C'est les échanges qui font vos fans. C'est pas de partager des vidéos d'une manière systématique en vous mettant derrière un truc numérique. Il faut se mettre en avant en tant qu'artiste. Hein. Le réseau social, il est là, tu vois. Toi, tu es là. Et la vidéo, le clip, il est là. Pas l'inverse. Si tu mets le clip devant toi, tu n'existes plus. Si tu es un clip vidéo, tu ne seras jamais intéressant pour les gens qui regardent Facebook. Alors, ils préfèrent regarder une girafe qui est en train de boire à côté d'un chat, tu vois. Voilà, c'est ça les réseaux sociaux. Il faut quand même reprendre les choses dans leur réalité. Voilà. Donc, il faut promouvoir ses produits par tous les moyens. Le truc qui est pas mal aussi, on n'y pense pas, c'est le SMS. Maintenant, il y a des envois de SMS groupés avec 19 €. On prend un petit logiciel, on envoie à 5000 de ses contacts. C'est pas mal. Lorsqu'on a un spectacle à faire ou même lorsqu'on a des chansons, des nouvelles chansons à présenter sur une scène, ça peut être bien. Mais pensez toujours aux nouvelles chansons parce que c'est là qu'on construit son avenir. C'est comme si on construisait sa maison. D'un côté, on travaille. Et puis de l'autre côté, on met une pierre sur sa maison parce qu'on crée des choses et parce qu'on vend ce qu'on était capable de produire et d'apporter au monde de la musique. C'est comme ça que, normalement, c'est comme ça qu'il existe la CDC et si je sais pas qui, hein, c'est ce que vous aimez comme chanteur, si vous aimez du jazz, Michel Legrand ou je sais pas qui, voilà, c'est comme ça qu'on fait les autres, donc faites pareil, créez, pensez. Maintenant, il existe aussi d'autres types de carrières, puisque justement la plupart ont tous misé sur. Il y a beaucoup qui misent sur les reprises, hein, les tributes, les styles. Il faut créer une base fan exacte. Florence. Voilà. Alors j'en profite pour répondre aux gens. Hein. Sinon, il y a des festivals à la fois, ok, c'est l'oreille qui compte, voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, Florence a dit un truc intéressant. Après, pour faire des scènes, c'est un faux problème, sinon il y a les festivals ou la foire à la choucroute. Oui, les scènes, on va en parler. Tu vois, tu étais un peu en avance sur le sujet. Donc, les scènes, toujours pareil, il y a l'aspect argent artistique. Bon, là, c'est mon ami Christian Imperato, un ami d'enfance que je vous montre en même temps. Lui, il fait que des tributes, hein, ACDC, je sais pas, Sheridan, tous les tributes rock. Voilà, lui il est spécialisé là-dedans et c'est un agent artistique. Il y a aussi, tout à l'heure j'ai vu passer Ariane qui, elle est bookeuse, elle fait d'autres scènes, elle fait des scènes d'établissements, des grands établissements, mais c'est pas des scènes de spectacle où on s'assoit et on va voir un artiste sur scène. C'est autre chose, c'est pas la même cadence et c'est pas le même nombre de spectateurs. Voilà, donc là, il faut par contre, pour les agents artistiques tribute, il faut vraiment beaucoup d'autorisation et il faut respecter certains projets, donc ça se fait pas comme ça. Et surtout, pour ce projet, il faut le sonder, parce que s'il y a 5 tributes de très bonne qualité pour les Bee Gees, et que vous vous lancez dans les Bee Gees, ça va être chaud. Hein. Il faut quand même penser là, il faut redevenir commercial. Là, il faut mettre sa casquette commerciale et se dire, attends, on sait tout faire, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va faire du Brassens, du Piaf, parce que si c'est pour avoir 3 spectateurs et on va investir 10 000 €, même l'agent artistique, il va pas vous suivre. Hein. Il va vous dire non, on le fait pas. Donc, bien calculé. Après, si vous avez fait des arrangements bien particuliers, il faut les déposer à la SACEM, parce qu'on peut faire des modifications. Par exemple, si vous avez... tout ça se discute. Si vous avez envie de reprendre du Cabrel, et que vous allez changer les arrangements, et que vous avez vraiment fait un truc super beau, ben, vous déposez les arrangements. C'est toujours ça de prix. Ça fait du nouveau. Ça fait du nouveau. Si vous ajoutez et vous faites des mix à vous le déposez à la SACEM. On verra bien ce que ça donne. Ça peut marcher, ça peut sortir. On vous expliquera tout à la SACEM. Comment ça se passe pour les arrangements, comment ça se passe quand on modifie une œuvre, quand on apporte d'autres paroles, quand on insère d'autres paroles à une œuvre, etc. Toutes les autorisations qu'il faut demander aux auteurs eux-mêmes, parce qu'effectivement, quand on fait des reprises, il faut, a priori, il faut avoir surtout si on les met sur un CD, pas si on les joue, mais si on les met sur un CD, on a intérêt à avoir les autorisations. Parce que moi, je pense toujours aux reproductions numériques.
Voilà, donc vous avez tout intérêt à discuter de ça et de faire des réunions. C'est con, mais il faut faire des réunions entre artistes pour penser à ça. Après, bon, là je vous ai parlé des tributes. Donc le groupe, un groupe de reprise, combien de morceaux faut-il qu'il ait? La SACEM, il faut 5 titres minimum. Oui, mais bon, après, il faut 5 titres minimum pour la SACEM. Je vous ai pas expliqué, mais vous pouvez être parrainé. Donc si vous avez un pote qui travaille là, qui est déjà à la SACEM, vous lui demandez qui vous parraine et vous n'avez pas besoin de vos diffusions radio. Et sinon, vous inscrivez sur Ondomaniac, vous avez très rapidement vos diffusions radio, si vous déposez votre titre, et vous aurez les critères pour vous inscrire à la SACEM. Mais c'est que dalle, ça. La SACEM, on va dire que c'est une formalité. Alors, les artistes de groupe reprise, que doivent-ils faire en plus de tout ça? Il faut qu'ils s'inscrivent sur LinkedIn. Personne, qui est-ce qui s'inscrit ici sur LinkedIn, à part Facebook, tout ça, et MySpace, tous ces trucs-là? Personne. LinkedIn, c'est très puissant. Très puissant. C'est un outil extrêmement puissant. Si vous présentez votre page en nommant le style, le nom du groupe que vous êtes en train de refaire, que vous reproduisez, ou le chanteur que vous avez imité ou que vous portez sur scène, peu importe votre caractéristique, ou alors votre style de musique, salsa, klezmer, ou je sais pas moi, musique africaine ou cubaine, n'importe quoi. Si vous avez bien détaillé, stylisé votre truc, vous allez voir la puissance de ce moteur de recherche. Les producteurs sont tous inscrits sur LinkedIn. Vous pouvez les contacter. C'est un outil professionnel. On n'est plus dans Facebook là. Là, c'est important ce que je vous dis. Personne n'y pense et pourtant c'est le truc le plus rémunérateur. Vous pouvez avoir du travail rien qu'avec LinkedIn. Donc, et surtout que les autres n'y ont pas pensé. Donc ceux qui voient ce diaporama, ils y auront pensé. Et ils vont dire, tiens, j'ai eu du travail grâce à lui, parce que les autres, ils sont pas malins, ils n'ont pas vu. Bon, tant que il n'y a que vous qui le savez. Moi, je m'en fous, je le dis à tout le monde. Hein, vous avez qu'à, c'est au premier qui dégaine. Alors, combien faut-il, quand on veut se lancer, combien il faut connaître de morceaux? Parce que j'ai eu cette question, donc j'y réponds. Il faut connaître environ, il faut savoir jouer sur scène quand on fait des reprises. Si on n'est pas un tribute, là où on a besoin d'en connaître qu'une vingtaine, et encore des fois un peu plus. Il faut en connaître environ 400. Si on fait comme ça permet de vraiment avoir du travail toute l'année et d'avoir un bon catalogue pour s'adapter à tous les établissements. 400 morceaux, on peut travailler partout dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel patelin. Parce que on tombera toujours sur un style qui convient au directeur d'établissement et à ce qu'il a envie de faire un soir. Et puis ça permet de faire un anniversaire, hein. Ça permet de faire un mariage. Voilà. Toutes ces choses-là, bon, c'est un nombre. C'est sûr que c'est qu'un nombre posé comme ça, mais on me le demande. Donc voilà, là j'ai repris donc les groupes, les styles, etc. Et on va parler aussi, alors quelle heure il est? 20h58, j'ai presque fini. Alors il y avait aussi le plan des bateaux. Le plan des bateaux, pourquoi? Parce que c'est un plan qui est intéressant parce que ça donne du travail toute l'année, les bateaux, hein, les croisières, vous connaissez peut-être. Mais le point négatif, c'est qu'on travaille 10 à 12 heures par jour, 7 jours sur 7, il y a le mal de mer. Le salaire, on peut obtenir des bons salaires, mais c'est à débattre. Souvent, c'est au SMIC et puis on vous dit que vous bénéficiez d'une super cadre, voilà, qu'on vous paye. Et on vous paye par contre tous les 15 jours. Voilà, c'est pas mal. On a quand même des revenus, c'est pas tous les jours, mais c'est bien. Après, bon, on a beaucoup vu les musiciens qui ressemblaient à des zombies au bout de 4 jours, hein, déjà. Au bout de 3 mois, c'est les ombres d'eux-mêmes. Ils marchent au radar, ils vont à leur piano, ils jouent. Je vous dis. Non, mais parce qu'il y en a qui veulent se sauver avec des bateaux. Ça peut vous sauver une année. C'est difficile à y rentrer en plus. Comble de tout, c'est en plus c'est super difficile à rentrer dans les bateaux. Mais quand vous faites un paquebot, ben vous êtes tranquille pour un an, quoi. Voilà. En gros, après une fois que vous êtes rentré dans un paquebot, vous rentrez dans tous les autres. Vous êtes rentré chez MSC, vous rentrez chez Costa, chez Croisière de France, etc., etc. Et puis vous basculez. Vous êtes le musicien de bateau. Après, c'est dur d'en sortir aussi. Voilà. Voilà, ok, donc ça c'est bien. Ondomaniac, pour les premières diffusions demandées par la SACEM, c'est super. Ok, voilà, ben voilà, comme ça, il pourra s'inscrire, puisque GG, il n'était pas inscrit, il savait pas, mais il a le bordereau qui permettra de dire, voilà, j'ai été diffusé. En plus, il est diffusé par des vingtaines de radios, donc c'est intéressant. Alors, les autres formations, les jazzmen, etc., eux, par contre, bon ben... il suffit d'avoir bien classé sa rubrique. Si on est soliste, pianiste, bon déjà on peut se faire un nom dans le métier. Souvent les employeurs eux-mêmes guettent les surdoués dans les conservatoires eux-mêmes. Mais enfin on peut continuer dans l'idée de tout à l'heure faire son LinkedIn particulier.
Donc là, effectivement, le style est très important, le nom qu'on s'est fait est très important. Donc effectivement, si on s'est fait connaître sous un pseudonyme, sous un alias, LinkedIn référence très bien. Voilà. Mais ça, bon, ça concerne quelques virtuoses. C'est assez rare, mais il y a des impresarios pour ça. Et quelquefois, on se retrouve sans rien. Mais c'est bien d'avoir un petit. Voilà, tu peux tester tout à l'heure. Tu tapes musicien soliste. Tu verras sur pianiste célèbre pianiste à embaucher. Tu vas sur LinkedIn. Tu vas voir, tu vas trouver une fiche d'un très grand pianiste. Voilà. Alors après, une fois que tu es référencé sur tout ça et que tu as bien fait ce qu'il fallait, tu as des chances d'avoir un peu plus de rayonnement. Voilà. Il y a les carrières de studio aussi, j'en ai pas trop parlé, cinéma, voix off, c'est des carrières d'opportunités. Là, c'est beaucoup les connaissances qui vous font rentrer là-dedans, parce qu'ils voient que vous galérez, vous êtes musicien depuis des années, et puis un jour, il y a un copain qui vous dit, je suis rentré à TF1, je suis rentré, je fais des jingles, et là, vous êtes embarqué là-dedans. Mais ça, on peut pas en parler, il y a tellement de cas qui existent, qu'on peut pas en faire une règle, parce qu'il y a beaucoup de métiers, en fait, beaucoup plus que ce qu'on pense dans la musique. Mais quand on travaille pour une grosse entreprise, là aussi, on risque de se faire happer par le travail et oublier de créer. Donc, il faut toujours parallèlement à ça, fabriquer ses CD, faire leur promotion, essayer de se faire connaître. On bâtit toujours sa maison à côté en tant que créateur. C'est la base de la musique. Si vous oubliez ça, vous perdez une grosse partie de votre âme quelque part. Ça, j'y tiens parce que c'est vraiment très important. Alors après, les musiciens donc doivent créer leur CD pour la vendre déjà en fin de spectacle. Quand ils font un spectacle public, c'est toujours bien d'avoir un petit stock de CD qu'on a pressé chez toi, qu'on a gravé chez soi. On donne ça, les gens sont dans l'euphorie du spectacle, même s'ils les écoutent pas chez eux, ce qui arrive très souvent. Mais dans l'euphorie du spectacle, ils ont envie de garder un peu de vous, parce qu'ils se sont régalés, parce qu'ils se sont amusés, parce que vous leur avez fait un bisou sur le front, je sais pas. Mais ils ont envie de garder quelque chose de vous, donc ils vous achèteront le CD. Donc si vous avez rien à vendre, ils vous feront des bisous sur le front, mais vous n'aurez rien vendu. Donc voilà, c'est important. Alors ça, je vous ai dit tout ça, mais on va conclure. Voilà, la conclusion est là. Donc, l'histoire nous a apporté que la musique est avant tout un plaisir. Donc ça c'est bien. Ça on a vu le chapitre histoire. On doit aimer ça et prendre du plaisir. Ça c'est le chapitre 1. Mais avant de faire ça, une fois qu'on a compris qu'on a fait ça que pour le plaisir et qu'on ne fait pas ça que pour l'argent, mais qu'on a fait ça en passion, là on peut parler des sujets en eux-mêmes. Choisir un statut d'intermittent ou d'entrepreneur de spectacle. 1. En 2, je reste en petit, je ne sais pas si on voit bien mes doigts, parce que du coup, comme je suis en tout petit, voilà. En 2, définissez un budget. Sachez combien vous voulez investir en promotion. Déjà, au moins, vous avez une idée de combien vous avez de potentiel. Si vous avez un budget mensuel de recettes, que vous faites 15 dates et que vous pouvez mettre 200 € de promotion, plus vous mettez de promotion, plus vous thésaurisez pour votre futur, pour votre succès à venir. Je vous expliquerai pourquoi, une dernière expérience après. Fabriquez vos masters à faible coût. C'est pas la peine d'investir, d'aller payer un maquettiste, dessinateur de Paris qui prend 5000 € pour faire un dessin de cheval en 3D avec une corne de licorne et dit oh, il est magnifique. Vous avez gaspillé votre fric. Il faut faire un son correct, un truc. La plupart des CD, vous n'allez pas le vendre dans la Fnac, vous allez le vendre sur le spectacle. Donc, vous vous cassez pas la tête, le son il sera très bon. Aujourd'hui, on fait des sons, mais à tomber par terre chez soi. Hein. Bon, voilà. Si on sait s'entourer des bonnes personnes et si on questionne et si on demande. Voilà. Ça, c'est très bien. Et pensez, ça c'est le 4e facteur, est-ce que je l'ai mis? Oui, je l'ai mis. Pensez à votre présence média, parce que sans ça, vous n'existez pas. Le monde est saturé, comme je vous ai dit en début. Il y a autant de musiciens qu'il y a de personnes pratiquement. Hein. Tout le monde sait jouer de la musique, tout le monde pense qu'il peut gagner de l'argent en musique, tout le monde pense qu'il a une bonne voix. C'est faux. On n'est pas chanteur qui veut, mais par contre, si vous n'existez pas, si vous n'avez pas si vous arrivez dans une ville que vous avez été diffusé, c'est toujours mieux. Et puis la diffusion radio, ça vous donne quand même une connaissance. Déjà, les animateurs radio commencent à se faire mériter votre nom. Spontanément, ils peuvent avoir une envie de faire un spectacle avec vous parce qu'ils font les animateurs radio font des spectacles dans leur ville, hein, il faut savoir. Ils connaissent du monde et les gens qui vous écoutent, et parmi eux, il peut y avoir des producteurs de spectacles et des directeurs d'établissement qui trouvent votre style intéressant, qui ont envie d'innover. Donc toujours avoir une présence média, c'est important. Et même pour vous, pour votre ego personnel, c'est très important de passer en radio. Voilà, donc ça c'est une chose qui était dite. J'espère qu'on a fait le tour de toutes les questions. Voilà, hein. Je m'applaudis. Non, ça c'est... Je m'applaudis. On a terminé le web. Je vous remonte le dernier
le dernier chapitre de conclusion, que vous pouvez faire un imprimé écran. Et j'espère qu'on a fait suffisamment de... Alors je vais regarder quand même les questions s'il y en a eu, toujours au top pour les belles explications. Merci Justine, merci pour ces infos très intéressantes. De rien Rose. Ariane, très bonne émission, merci beaucoup, merci pour ce direct, bonne soirée. Merci Didier Bisbois, vous n'allez pas rater le film j'espère. Je sais pas ce qu'il y a, il paraît qu'il y a un prince à New York, c'est ça? Bon, je sais pas. Allez, bon, ciao et merci de m'avoir écouté. Maintenant, ça va être galère pour éteindre. Ah oui, ça y est, j'ai trouvé. Au revoir, à bientôt.